Bourgeois, réinventons la France. J'ose parler ou vous faire partager avec vous quelques lignes de son ouvrage Réinventons la France, dans le retour aux sources de la République. Quelques pages m'ont vraiment fait plaisir et j'aimerais les partager avec vous. Faire de l'éthique une valeur de la République. Il est triste de penser que la somme de bonheur qu'il est au pouvoir d'un homme, même du plus puissant, de produire, est petite comparée à la somme de maux qu'il peut créer par lui-même ou pour autrui. De Jérémy Bentham, dans la déontologie ou science de la morale. Voici comment poursuit Michel Bourgeois. La vertu politique, selon cet auteur, reposait sur deux piliers. La bienveillance effective et la prudence. Je m'étais hasardé à rechercher dans les textes qui encadraient de plus en plus la vie du peuple de France si l'on y décelait tout à la fois cette bienveillance, qualité de cœur indispensable à qui voulait gouverner, et la prudence, ce mouvement réfléchi venant de la seule tête, amenant l'acteur à s'interroger chaque fois sur les dommages collatéraux, pour reprendre un terme à la mode, que pourrait provoquer telle ou telle initiative législative ou réglementaire. Et chaque catégorie de population ayant une sorte d'opposé, riches, pauvres, employeurs, employés, assureurs, assurés, professionnels, particuliers, bailleurs, locataires, etc. La constatation à laquelle j'étais arrivé était qu'aucune mesure, aussi bienveillante fût-elle en apparence, n'était jamais inspirée par autre chose que par la tentation de régler des comptes dogmatiques avec telle ou telle catégorie de citoyens. Des formations sans doute liées à l'exercice du pouvoir politique et de la tendance irrépressible à déviser pour mieux régner. Une catégorie de personnes en difficulté ne semblait présenter d'intérêt aux yeux des dogmatiques que pour faire la morale à une autre, le plus souvent les nantis, pour ne pas dire les riches. Catégorie à laquelle n'appartiendrait naturellement jamais le moraliste qui, ayant toujours vécu des deniers publics sans jamais avoir pris le moindre risque personnel, serait assuré de percevoir, bon an mal an, plus de 35 000 € de pension de retraite mensuelle. C'était donc avec un certain naturel qu'il amputait aux autres ses propres travers. Créait-on le droit au logement opposable, qu'on en faisait porter la charge par les seuls propriétaires? Pot de fer. Proclamé par les pouvoirs publics, alors que certains de ces nantis, n'ayant pour seul avoir qu'un bien immobilier, attendaient que leurs locataires, parfois plus riches qu'eux, payât un loyer pour rembourser le crédit qu'ils avaient contracté. Le pauvre, finalement, celui qu'on appelle le pauvre, ne suscitait l'intérêt politique de certains qu'en ce qu'il permettait de crier haro sur les riches, de moins en moins nombreux, dont le roi laïque faisait bel et bien partie. Un roi laïque qui ferait diversion pour qu'on ne s'intéressât pas à la manière dont il avait constitué son patrimoine. Quand le gros maigrissait, le maigre mourait. Les gros étaient partis pour mieux enfler d'ailleurs. Faute de gros, les moins maigres prendraient la relève et déserteraient le pays à leur tour. Il faudrait donc supprimer les impôts dogmatiques, ces impôts symboliques qui ne garantissaient finalement de revenus qu'à ceux qui les collectaient. L'impôt dit sur la fortune faisait partie de cela. Pourrait-on insérer dans la Constitution le principe selon lequel tout dogme politique est interdit? Non, sans doute. La liberté des cultes proclamée en 1905 protégeant les religieux laïcs.
qu'un Premier ministre fasse supporter au budget de l'État plus de 15 000 € pour aller voir un match de football en Allemagne, plaçait-il le fan ministre dans une posture de privilégié ou de nécessiteux? Qu'en pensait le retraité, pour qui cette somme représentait une année de pension ou la famille taxée une année d'imposition? La première démarche de ce qui voudrait prétendre à la magistrature suprême en 2017 serait de s'engager sur des règles d'éthique, au cœur desquelles se trouverait notamment le respect de la Constitution, celui des droits affirmés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le conflit d'intérêts marquerait les limites des compétences des représentants de l'État, des assemblées et des corps constitués. Le peuple seul aurait dans ces cas le droit de statuer. Engagement serait également pris par le chef de l'État en tant qu'arbitre au-dessus des contingences politiques, de ne jamais s'immiscer de quelque manière que ce soit durant l'exercice de son mandat dans les affaires de tel ou tel parti politique. Les membres du gouvernement devraient en faire de même. Le président de la République et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que les ministres, seraient tenus de prêter un serment. La proposition numéro 419 de loi constitutionnelle qui avait été déposée au Sénat lors de la session ordinaire de 2004-2005 méritait d'être de nouveau citée, qui rappelait ceci. Mesdames, Messieurs, l'engagement politique qui se traduit par l'élection doit retrouver tout son sens par la promesse solennelle d'être au service du bien commun. Promesse faite à celles et ceux dont on est appelé à être leurs représentants. Promesse également faite à soi-même. En effet, l'existence d'un pacte entre la nation et ceux qui la représentent est un des éléments constitutifs de la République. Ce lien entre les Français et leurs élus est malheureusement aujourd'hui affecté par la multiplication des affaires ou présupposées telles qui entament la confiance des représentés dans leurs représentants. Dans ce contexte, il est primordial de manifester publiquement ce lien et les responsabilités qu'il comporte, sous la forme d'un serment prêté, non seulement par le président de la République, mais aussi par le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Tel est l'objet de cette proposition de loi constitutionnelle. En effet, le serment politique, promesse solennelle de fidélité et de dévouement, lien indéfectible unissant les représentants de la nation et le peuple qui les a élus, est de nature à restaurer la confiance et le respect réciproque. De cet acte important découleront certaines obligations qui se devront de respecter les prestataires. La notion de serment, qui vient du latin sacramentum, signifie rendre sacré et correspond à l'affirmation solennelle d'une personne en vue d'attester la vérité d'un fait, la sincérité d'une promesse, l'engagement de bien remplir les devoirs de sa charge. Les serments sont de plusieurs sortes. Le serment professionnel, prêté par les magistrats, les notaires, les huissiers. Le serment d'Hippocrate, énonçant les principes de déontologie médicale, ou encore le serment judiciaire prêté devant un juge qui peut être décisoire, promissoire ou suppléatoire. Et le serment politique, peu usité en France, à l'exception de sa consécration constitutionnelle en 1791, qui disparaîtra en 1848. Le serment politique doit donc être réhabilité, et c'est autour de cet objectif que s'articulent les différentes mesures de cette proposition de loi. L'article 1er tente à instaurer une prestation de serment pour le président de la République, qu'il effectuera devant le Conseil constitutionnel, institution avec laquelle il partage une obligation, la fidélité à la Constitution. De par cette prestation de serment, une certaine réciprocité sera instaurée puisque c'est le serment
que prêtent les membres du Conseil constitutionnel qui marque définitivement la rencontre des 9 sages avec le président de la République. L'article 2 vise à instituer une prestation de serment pour non seulement le président du Sénat, mais aussi le président de l'Assemblée nationale. Le texte proposé était le suivant. Article 1er. L'article 6 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé. Avant d'entrer en fonction, le président de la République prête serment devant le Conseil constitutionnel en ces termes. Je jure, comme président de la République, de loyalement remplir mes fonctions avec dignité, simplicité, exactitude et fidélité aux valeurs fondamentales de notre République. Respectueux de la Constitution, dont je suis le gardien, je resterai toujours dans le rôle qu'elle m'assigne. Je le promets librement, solennellement et sur mon honneur. Article 2. L'article 32 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé. À l'issue de leur élection et avant leur entrée en fonction, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale prêtent serment devant le Sénat et l'Assemblée nationale en ces termes. Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec dignité, simplicité, exactitude et fidélité aux valeurs fondamentales de notre République. D'aucuns exprimaient déjà cette opinion qu'un serment ne servait à rien. Le mensonge politique relevant souvent du pléonasme et les promesses faites n'engageant jamais que ceux qui y croyaient. Mentir ou oublier les engagements que l'on a peut-être pris machinalement pour être élu est une chose. Violer un serment composé de mots pesés, un serment prononcé devant le Conseil constitutionnel ou devant le peuple lui-même n'a pas la même portée. La procédure d'impeachment américaine en témoigne. Sans aller jusqu'à aborder ici la question si tentante de la pénalisation du parjure, tant le mensonge, ou en tout cas les omissions ou autres oublis semblent ancrés dans la vie politique, j'aborderai la question du serment sous le seul angle du pense-bête. Un pense-bête salutaire à celles ou ceux dont la mémoire pourrait avoir tendance à être défaillante. Si les paroles, dit-on, s'envolent, celles issues d'une prestation de serment restent-elles gravées indéléblement dans les mémoires. La sonalité qui l'entoure fait qu'on ne les oublie jamais, ce qui vaut également du sens du message qu'elle porte. Le passage de témoin d'un président à l'autre ne se résumera plus demain à une simple passation de pouvoir. Il devra être rappelé à l'impétrant ou à l'élu, préalablement à sa prise de fonction, ce que le pouvoir porte en lui d'obligations sacrées. Il faudra donc en revenir à des choses simples. Si un enfant est à même de comprendre, même dans un pays de tradition non puritaine, que mentir n'est pas bien, l'on peut accepter l'idée qu'une femme ou un homme public peut a fortiori en percevoir le sens, la valeur et la portée. Le respect des valeurs de la République englobera toutes les valeurs, et en particulier la défense de la langue française, qui sera cœur du dispositif d'enseignement proposé aux enfants de nos écoles. Le savoir-vivre et la tolérance à l'égard des différences y occuperont également une place centrale, la conscience constituant le meilleur remède à l'endoctrinement d'où qu'il provienne. Le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 rappelle que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, avaient résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant à chaque instant comparer avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés,
ainsi que les réclamations des citoyens fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. Combien de présidents de la République nouvellement investis ont-ils pris le soin de relire ce texte fondateur, tandis qu'ils battaient la campagne électorale ou avant de prendre leurs fonctions? Tout ce qui fait une société républicaine se trouve dans ces quelques lignes. L'oubli ou le mépris des droits de l'homme étant l'une des causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. L'histoire apparaît alors comme source de la connaissance citoyenne, en ce que son défaut engendre l'ignorance, comme dans le support indispensable au bien-être culturel d'un peuple, ferment d'un centre sacré protégé. Était-ce parce que l'Assemblée nationale avait reconnu et déclaré, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen, que plus aucun acte politique ne semblait s'inscrire dans ce cadre-là, tandis qu'on se flattait ou qu'on s'insultait au nom des valeurs républicaines, vidées de leur sens, comme avait été vidée de son sens la notion de laïcité. Réapprendre à lire pour apprendre à penser, apprendre à savoir et non à croire, savoir, et s'appuyer sur l'histoire, ce miroir savant du présent, constitue le socle des connaissances de qui veut gouverner. Redonner confiance à cette partie de la population qui l'a perdue, on ne l'a jamais connue, est une mission relevant des travaux d'Hercule que la société civile seule peut accomplir. Pour reprendre une observation très juste de l'un de mes compagnons de route, je dirais ceci. Nous ne sommes pas là pour redonner de l'espoir à nos compatriotes, nous sommes là pour leur proposer un avenir. Merci Michel Bourgeois, avec toi, nous pourrions réinventer la France. Merci.